bonjour chers Varois patriotes. Je vous propose aujourd'hui un week-end qui sort de l'ordinaire puisque nous sommes au rassemblement royaliste provençal Midi Blanc. Alors quelle est la signification de Midi Blanc? Blanc, c'est la couleur du roi, c'est la couleur de la monarchie. Au centre du drapeau français, vous avez cette couleur. En voici le sens. Qui sont les royalistes? Nous allons le découvrir aujourd'hui. C'est un petit peu le pari qu'on s'est fixé. Qui sont ces personnes qui ont résisté à 300 ans de propagande républicaine? Nous allons voir ça. Aujourd'hui, nous allons commencer par la journée militante. Demain, ce sera la journée ouverte à tous, aux sympathisants. Au programme, il y a des ateliers que nous allons découvrir petit à petit. Philippe Lallemand, que vous voyez derrière moi, responsable de la cellule stratégique de l'Action française, inaugure en fait le premier atelier qui est un atelier justement précisément sur la stratégie d'Action française. Il y a d'ailleurs une vidéo à ce sujet que vous pouvez retrouver sur la chaîne du Varois Patriote. Alors écoutez, sans plus attendre, allons découvrir un petit peu ce qui se trame chez les royalistes. Voilà, alors on est dans le centre de Toulon, on va suivre l'Action française. Pleine journée, à des enfants de 3 ans, à des personnes âgées et à des mères de famille. Petite grillade fort sympathique. Oui, je suis royaliste et d'ailleurs c'est très important, d'imagination, de sympathie, d'imaginaire, si on veut. On va voir la suite, mais croyez bien que vous l'avez vu avec tous ces jeunes, on n'a pas du tout l'intention de se laisser faire. Alors parfaitement. Et je suis content que vous posiez cette question parce que je crois qu'on va évidemment vers des heures, à mon avis, tragiques. Bonjour Christophe. Bonjour à vous. Donc tu es un jeune militant de l'Action française. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu es devenu royaliste? Principalement en ayant un souci de la nation. Je suis d'abord devenu patriote, puis souverainiste, parce que j'ai été énormément inspiré par l'histoire. À partir du moment où on s'inspire par l'histoire, il fallait trouver un régime qui soit stable et j'ai jamais été un grand fanatique républicain. J'ai jamais adhéré à cet idéal-là qu'on a voulu me transmettre. Quelque chose de pas naturel. J'étais un grand dégoûté de la politique. J'étais un dépressif de la politique dans le sens où pour moi, il n'y avait aucune solution qui était politique. C'est pour ça que je voulais pas m'engager dans quoi que ce soit, c'était une perte de temps, etc. Avec des contacts d'amis, on m'avait soumis cette idée de royalisme. Comme tout le monde au départ, je pense que j'ai un peu souri. J'ai pris contact avec ces gens-là et par honnêteté intellectuelle, je voulais au moins savoir de quoi ça parlait. Je venais quand même d'un milieu qui était plutôt gauche souverainiste, dans le sens même Étienne Chouard du terme. Tu t'es intéressé finalement donc à la doctrine de l'Action française. Tu as découvert. Est-ce que tu es rapidement passé royaliste ou est-ce que ça a pris un peu de temps? Ça m'a pris du temps pour être certain de mon choix, en ayant surtout cette base maurassienne. Et finalement, dans ma tête, c'était pas un peu dépassé, mais c'était quelque chose qui était presque quelque chose qui pouvait pas arriver, qui était vraiment utopique. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que je m'étais trompé. Et aujourd'hui, je me rends compte réellement qu'en fait, c'est pas une histoire d'ancienneté. Elle est on ne peut plus actuelle. Et elle est on ne peut plus nécessaire aujourd'hui. En quoi est-elle actuelle, du coup, cette monarchie? Parce que alors qu'on vit quand même dans une période où la monarchie semble très loin,
surtout pour beaucoup de Français. Dans un premier temps, moi, c'est vraiment mon cheval de bataille. Oui. C'est mon combat contre la politique politicienne et l'anti-parlementarisme. Ça me parle. Voilà, c'est ce côté politique politicienne, ce côté corruption, ce côté intérêt que je déteste absolument. Donc la logique des partis, finalement, la logique des partis qui, en fait, ne sont pas dans un cercle vertueux pour gagner les élections. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Chaque parti est soumis à la corruption par rapport à ses donateurs. Tu penses qu'un roi, en fait, serait plus libre de gouverner, car moins, dépendant, finalement, de ses donateurs, de ses créanciers, Et encore plus quand c'est... des lobbies. Et encore plus quand c'est une famille qui repose là depuis quelques générations, avec ce phénomène d'hérédité qui fait que le roi, depuis enfant, a été éduqué pour diriger le pays. La corruption, c'est quelque chose qui lui est totalement antinaturel par son éducation, parce qu'il se soucie de la nation. C'est son but premier. Le système monarchique serait plus vertueux et donc, du coup, ça le rendrait plus actuel. Alors ça s'entend. Nous venons de finir le petit repas de midi et je me trouve donc avec Marc Van de Sande. Bonjour. Bonjour à vous et merci. Vous êtes donc... le responsable de la fédération du Languedoc-Roussillon pour... Jusqu'au Midi-Pyrénées, jusqu'à Tarbes, et qui remonte dans l'Aveyron, le Lot. Voilà, géographiquement, c'est une grande fédération. C'est une grande fédération. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu et nous parler de votre parcours royaliste, alors qui est peut-être... c'est une longue histoire. C'est une longue histoire, puisque je peux dire... ça doit faire 55 ans que je suis militant au sein de la famille d'Action française. D'accord. Donc, si vous voulez, ce n'est pas hier. Tout à fait, tout à fait. Alors, comment ça vous est venu ? Je dirais que, pour la petite histoire, c'est plus une histoire familiale, je suis le premier-né sur un sol républicain. Puisque, comme cela peut s'entendre dans mon nom, Van de Sande, c'est un nom des Flandres. Nous étions français sous Louis XIV, après nous sommes trouvés géographiquement sur ce qui a été appelé le royaume de Belgique. Et donc je veux dire, je suis le premier-né, nous avons eu la double nationalité dans des temps anciens, et je suis le premier-né qui est né sur la République. Donc si vous voulez, il y avait une tradition, tout au moins une connaissance intuitive, affective, de ce qu'était qu'une royauté et une monarchie. Donc... quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire, mon grand-père riait quand il me plongeait sa tête dans les livres vantant la Révolution française. Je ne m'étendrai pas plus parce qu'elle nous avait coûté cher même dans la famille, du côté des religieux, puisque dans les familles du Nord, qui étaient très catholiques, c'était des familles nombreuses. Il y avait un nombre, j'allais dire, relativement important de religieux et de religieuses, qui, dans notre famille, sous la Révolution, ont été déportés, on n'a jamais retrouvé leurs traces. Mais ça n'a pas marqué plus que cela, si vous voulez, ça c'était un sentiment, une vénération dans un sens catholique, mais c'est surtout la surprise de la découverte, de la lecture, de l'histoire dispensée en France. Voilà. Vous aviez quel âge à peu près ? Moi ça a commencé à l'âge de 12-13 ans si vous voulez, parce qu'il y avait une bibliothèque familiale. Mon grand-père ayant demeuré chez nous longtemps s'intéressait à nos travaux scolaires. Donc si vous voulez, on s'est intéressé assez tôt à l'histoire. Et puis toujours, si vous voulez, si on ne connaît pas d'où on vient, si on ne connaît pas son histoire, comment est-ce qu'on peut comprendre le présent et voire même penser un futur quelconque, si vous voulez. Alors, 55 ans d'engagement à l'Action française. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du temps long politique, qui parfois en décourage plus d'un ? Le temps long politique, je veux dire, c'est comme le temps long dans l'histoire. Brodel, si vous voulez, il y a des hauts, il y a des bas. On est très souvent dans des temps plus ou moins longs, dans une forme de résistance. On peut être dans une période un peu plus conquérante. Il y a des principes, je n'aime pas le mot valeur, il y a des principes, si vous voulez, qui sont intemporels et avec lesquels il est, de mon point de vue, de notre point de vue, il est préférable de ne pas faire de compromis. Donc on a toujours essayé d'incarner un pays réel, qui est le pays qui meurt, et justement parce qu'il est coupé de ses racines.
Voilà. Donc, si vous voulez, gouverner demande du temps long. Pour que des institutions portent fruit, il faut qu'elles s'inscrivent dans du temps long. Oui. Si vous voulez. C'est tout le contraire, ce qui a fait, pas qu'en France, dans d'autres pays, d'autres nations européennes, ce qui porte fruit, c'est le temps long. Alors, durant ce temps long, comment entretenir la ferveur du militantisme? Parce que du côté républicain, on voit bien que c'est les élections qui sont un petit peu la machine à vapeur. Mais quand on est royaliste, il n'y a pas d'élection. Comment entretenir? C'est la recherche, la quête et le combat pour le bien commun, si vous voulez. Le bien commun est quelque chose justement qui est à distance, qui s'extériorise du combat permanent, de la guerre permanente qui est une guerre électorale. Bon, je veux dire, nous ne sommes pas contre les élections en soi. Faut-il qu'elles reposent sur un socle, je veux dire, organique, toute la difficulté avec ce que l'on appelle soi-disant la démocratie représentative. Elle est hors sol. On a toujours voté, même sous l'Ancien Régime. Bon, c'est des corporations. Donc si vous voulez, cette recherche, ce combat pour le bien commun, c'est quelque chose qui échappe à la démagogie. Parce que malheureusement, si vous regardez la dégradation du discours politique, qui n'a fait que politicien aujourd'hui, là nous vivons des épisodes douloureux, tout le monde s'empare, on travaille sur l'émotion, il n'y a pas de réflexion, on est dans la confusion des gens, dans tous les sens du terme. Donc si vous voulez, nous, notre souci, c'est de maintenir cette quête, cette recherche permanente du bien commun. Et le bien commun, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui est perché à une définition liberté, égalité, fraternité. C'est d'abord le bien commun pour ce qui fait la France, ce sont d'abord les Français. Alors, selon vous, la monarchie, à notre époque, serait-elle plus adéquate pour la réalisation de ce bien commun? Et pourquoi? Premièrement, parce que si vous voulez, elle échappe au perpétuel combat quant à la succession. C'est-à-dire qu'en République, tout le monde va être le vizir à la place du vizir. Regardez, on y assiste. Nous sommes déjà en fait en campagne présidentielle, sachant que le président actuel, que je ne préfère pas le nommer, ne va pas pouvoir se représenter. Vous avez déjà, je veux dire, tous les jeunes coqs, ou même des vieux chevaux de retour, qui piaffent en se disant je me verrai bien à sa place. Donc si vous voulez, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, nous sommes tout, sauf dans le temps long, qui est un temps nécessaire. Donc, le principe de la monarchie héréditaire, si vous voulez, pose comme principe, en tant qu'institution, justement ce temps long. Et pour répondre aux critiques qui pourraient être faites, je veux dire, on n'a jamais pensé que par principe ou par hérédité, nécessairement, le roi serait le plus intelligent. Si on recherchait un QI maximum et autres, même en République, il ne faudrait pas faire d'élection. On ferait un super concours général avec tous les grands doctes de la nation et il donnerait une note de 18 et celui qui a la meilleure note, on dirait c'est lui qui va être le président. Donc si vous voulez, le temps long repose sur la qualité des institutions. Nous ne croyons pas à l'homme providentiel, ça ne sert à rien. L'histoire, il peut y en avoir un tenté, un homme providentiel. Bon, Bonaparte met fin à la Révolution, modifie bien de choses, mais enfin, c'est une fuite en avant. Même De Gaulle, si vous voulez, qui avait pensé des institutions, mais qui n'a pas pu en fait, les mettre en œuvre véritablement jusqu'au bout. Donc nous, notre travail, c'est toujours coller en fait, au réel, au pays réel, aux soucis réels, si vous voulez. La dépense des énergies qui sont mobilisées, par exemple auprès des jeunes, vous allez sauver la planète. Enfin, bon, je veux dire, un peu d'humilité, beaucoup de connaissances et de savoir, enfin, toutes choses qui ne sont pas dans les débats actuels. Voyez. Le système monarchique, de par la succession, justement, permet sur le temps long d'être plus stable. Plus stable et elle évite.
bon, je ne ferai pas d'angélisme, hein. Elle évite de sombrer dans la démagogie permanente. Si vous voulez regarder tous les discours qui sont faits aujourd'hui, nous sommes à des années-lumière même du principe que la loi elle est faite pour le plus grand nombre. Or, on fabrique des lois pour tout le monde parce qu'il faut toujours... quand vous êtes régulièrement, tous les 3 ans, tous les 5 ans, les 6 ans, selon, et quand vous êtes en péril électoral, et que vous sachiez qu'il risque de vous manquer 1%, 2%, et je veux dire, je pourrais descendre encore plus bas, eh ben vous allez ramasser des voix, vous finissez par les ramasser dans les caniveaux, hein, c'est-à-dire auprès de personnes qui n'expriment enfin que leurs intérêts propres et absolument pas le bien commun. Voilà, si vous voulez, je ne dirais pas que c'est la monarchie et le régime absolu dans le sens de l'idéal, de faire rêver les gens. C'est un outil, si vous voulez. De la monarchie découle une nature d'institution possible. Hein. Donc, particulièrement les véritables corps intermédiaires, que nous n'avons pas. Les députés ne sont pas des corps intermédiaires. Hein. Il n'y a pas de représentation des familles, il n'y a pas de vraie représentation des métiers, tout est aspiré, si vous voulez, par un jeu politicien. Alors, dernière petite question de cette interview. On parle du temps long. J'imagine, aucun royaliste n'a connu le roi en France. Il y a l'espérance d'un retour du roi. Nous connaissons nos princes, hein, le prince actuel, son père, privilège de l'âge, si vous voulez, quand je regarde le prince Gaston, qui est aujourd'hui, eh bien, je me dis, j'ai en face de moi la 4e génération des princes que j'ai servis. Tout à fait. Voilà, donc là, c'est un temps long, si vous voulez. Là, c'est le temps long. Alors, une dernière, juste pour vous pousser un petit peu, est-ce que aussi, quand on est royaliste, il faut être aussi, même s'il y a cette espérance que le roi revienne, d'assumer intérieurement qu'on le verra peut-être pas de ses propres yeux, ce qui est quand même difficile quand on mène un combat politique. Mais on mène pas un combat politique, si vous voulez, pour son propre plaisir. Je dis jamais je me suis projeté au cours de mes nombreuses années de militantisme. Demain, au sens, si vous voulez, d'un futur, je verrai le sacre. C'est pas le souci. Le souci, c'est de trouver les institutions qui peuvent permettre au peuple de France, si je peux le mettre comme Louis XIV, sans prétention, un peu au pluriel, c'est-à-dire que l'on retrouve nos libertés qui ne mettent pas en péril, je veux dire, le pouvoir, c'est-à-dire le principe de subsidiarité, qui est quelque chose de fondamental. Nous avons perdu le goût, je veux dire, des libertés essentielles qui font le plaisir de la vie. Je veux dire, tout est complètement, j'allais dire, décortiqué, normatisé par Bruxelles. Ça se répercute au sein de nos institutions et je veux dire, on ne consulte pas les personnes qui sont sur le terrain. Si vous voulez, c'est un peu comme les tomates hors sol. Hein, beaucoup de gens eux-mêmes sont devenus des tomates hors sol, incapables de penser par eux-mêmes, gavés par la télévision. Si vous voulez, c'est ce souci-là. Il y a un amour, enfin, c'est ce qui est souvent oublié. Moi, quand je forme nos jeunes et grands jeunes militants, si vous voulez, c'est ce goût des vraies libertés qui ne mettent pas en péril l'unité du pays. Bien sûr. Voilà. Et ça, nous considérons que seule la monarchie, dans le sens français, dans le produit de notre histoire, c'est-à-dire héréditaire, décentralisé, pour nous pensons qu'il y a cette forme de gouvernement qui peut permettre véritablement l'expression naturelle de ce qui fait les libertés des familles, les libertés des métiers, le tout étant, bien sûr, je veux dire, dans l'intérêt du bien commun, qui n'est pas l'addition des biens particuliers. Nous sommes au-delà. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite bon courage. Monsieur, on a dû vous le dire énormément de fois dans votre vie. Oui, nous n'en manquons pas. Nous n'en manquons pas. On ne travaille pas pour le plaisir de dire... Non, il y a quand même un vrai souci, si vous voulez, quand on voit
l'état dans lequel se trouve l'éducation, la santé, même la transmission des savoirs et la transmission des cultures qui ont fait de la France un phare de civilisation en Europe. On l'oublie, si vous voulez. Je prends l'exemple même de la langue française qui est massacrée. Bon, je remarque que... Vous rejoignez le diagnostic que pose Éric Zemmour, finalement, à peu près sur la société et l'éducation? Il y a beaucoup de personnes, j'allais dire, de bonne volonté, qui posent un constat, les constats que nous posons. Bon, et nous sommes une vieille école de pensée, et on ne va pas se gaucher en disant, mais nous, on le répète depuis 50 ans, nous sommes tout à fait heureux et ravis que tous les jours, il y a des gens qui découvrent. Alors, on n'a pas de titre de propriété quant à la qualité des constats qui sont faits. Bon, nous divergerons sur beaucoup de points, sur comment remédier à cet état. Voilà, c'est tout. Les constats, il y a beaucoup de groupes. Nous échangeons d'ailleurs, si vous voulez, avec toute personne de bonne volonté. Ce ne sont pas des donneurs de leçons. Bien sûr. Voilà. Bon, écoutez, encore merci. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Et très bonne journée à vous. Merci. Alors, on se retrouve après le repas. Le second atelier a commencé. Il est donné par Dominique Esterel sur la psychoplastie de Léon Daudet. C'est un petit résumé qui est donné là, un atelier avec des exercices pratiques. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le Varrois Patriote les 3 conférences données à ce sujet et qui permettent à peine d'effleurer le thème. C'est pour vous dire que c'est assez complexe et assez intellectuel, mais très enrichissant. Pour ma part, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Alors, la suite du programme. D'abord, 2 petites choses à vous dire. La première, aujourd'hui, c'est la journée des militants. J'imagine que vous le savez, être royaliste aujourd'hui à notre époque, c'est en fait prêter le flanc à une persécution très active. Ça peut avoir des conséquences professionnelles graves. Et puis, ça peut être aussi l'occasion d'être pisté et traqué par ceux qui s'appellent les Antifa. Voilà. Donc, on nous a demandé, pour cette journée militante, de filmer le moins possible les visages. Donc, sachez-le, la première partie du reportage, vous verrez moins de visages. Demain, c'est la journée ouverte aux sympathisants, il y aura beaucoup plus de monde. Là, on pourra filmer un peu plus les visages. Voilà. Alors, la deuxième nouvelle, qui est une bonne nouvelle, nous allons suivre l'Action française dans une action banderole anti-immigration. Et si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de heurts et d'agressions, on ira faire une petite baignade ensuite. Voilà, alors on est dans le centre de Toulon, on va suivre l'Action française dans son action. Nous sommes près du centre d'accueil de migrants. Ils vont déployer une banderole Stop Immigration car ils sont contre, tout simplement, et ils n'ont pas peur de l'affirmer. Voilà, donc on va les suivre et on va regarder ça avec beaucoup d'attention. Petit bémol, cependant, le centre de migrants est fermé, puisque nous sommes samedi. Le 8 juin dernier, aux abords du lac d'Annecy, dans les Alpes paisibles de la Haute-Savoie, sévissait un énième acte de violence contre le peuple français. Un demandeur d'asile syrien s'est attaqué au couteau et en pleine journée à des enfants de 3 ans, à des personnes âgées et à des mères de famille. Cet acte ignoble, que de nombreux médias refusent encore de considérer comme un acte terroriste, n'est que le dernier en date d'une longue liste de massacres perpétrés par les rebuts d'une immigration sans limite, majoritairement d'origine africaine et du Moyen-Orient. De mémoire récente, les noms de Lola et d'Axel nous reviennent sans effort, avec les images atroces qu'ils inspirent. La liste est longue, mais la situation reste inchangée.
Chaque jour, nos compatriotes subissent la violence d'une immigration non régulée, de forces de l'ordre impuissantes, d'une justice dont le laxisme frise avec la complicité. Pire encore, les partisans forcenés de l'immigration, la Ligue des droits de l'homme en tête, préfèrent faire l'autruche en organisant un apéro solidaire sur le thème d'Annecy, terre d'accueil, dans l'attente de futurs migrants dans le bassin annécien. Les ennemis du peuple français préfèrent nous accuser de récupération politique, alors que nous dénonçons simplement une politique migratoire inconsciente qui tue nos compatriotes depuis plusieurs décennies maintenant. Voici leur priorité, rassurer les migrants plutôt que de sauver les Français. Ces événements se reproduiront malheureusement tant que l'État n'adoptera pas une politique migratoire sensée, ce que la République dirigée par l'argent est incapable de faire. Le peuple français demande l'application des OQTF, obligation de quitter le territoire français. Il demande l'application des peines prévues par la loi. Le peuple français demande le rétablissement de la peine de mort pour les barbares qui massacrent nos enfants. Rendez-nous un État capable de défendre les Français. Rendez-nous un roi. Action française. Action française. Action française. Et pour que vive la France. Vive le roi. Alors on se retrouve sur la plage du Mourillon après cette action menée par l'Action française. Je suis en compagnie de Morgane. Bonjour Morgane. Bonjour. Alors tu es militant à Aix-en-Provence, co-organisateur de Midi Blanc. La première question que j'aurais envie de te poser, comment es-tu devenu royaliste? C'est la question que je pose un peu à tout le monde pour l'instant. J'ai été, on va dire, royaliste jeune. J'ai commencé à militer jeune. D'accord. Après, avec la vie fait qu'on fait des tas d'autres choses. On crée une famille, on travaille, service militaire. Donc on laisse un peu tomber le militantisme. Et puis on retombe dedans quand on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes dans son pays. Et qu'ensuite on rencontre des gars d'une section qui sont sympas, qui bougent beaucoup, voilà, qui te remotivent et qui te donnent envie de militer. Alors là, c'est assez audacieux d'organiser Midi Blanc, puisque je crois que le dernier rassemblement en Provence des royalistes remonte à 15 ans, je crois, au Beau de Provence. C'est ça. Quels sont un petit peu les objectifs pour l'Action française Provence, on va dire, à travers ce week-end Midi Blanc? Il faut déjà avoir vécu ce que c'était que le rassemblement des Beaux-de-Provence, qui était avant à Montmajour, donc ça durait il y a plus de 30 ans. Et c'est ça qu'on a voulu ressusciter, parce que depuis une quinzaine d'années, ça n'existait plus. Donc c'était indispensable pour nous de recréer un événement pour se retrouver, pour vivre des moments comme maintenant, mais aussi des moments de formation, d'action, comme ça a toujours été l'école d'Action française, et d'avoir des conférenciers qui viennent nous voir pour nous apprendre des choses. Donc on est là pour apprendre et agir. Super. Vous attendez des personnes un petit peu de toute la France, j'imagine, pour demain dimanche. Là, on a vu qu'il y avait des militants qui se sont déplacés, on va dire, avoisinant de la Provence. Il n'y aura pas trop de Parisiens parce qu'en même temps, il y a un colloque de l'Action française à Paris, sur Charles Maurras. On a l'impression que l'Action française, ces temps-ci, est particulièrement dynamique. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, depuis le début des années 2000-2010, il y a un très fort renouveau de l'Action française avec beaucoup de jeunes. On attire énormément les jeunes parce que justement on milite toute l'année. C'est le principe des royalistes, c'est qu'on n'attend pas après une élection pour agir et pour se former. Et voilà, les gens trouvent leur compte quand ils viennent nous rejoindre et c'est pour ça qu'on fait ce genre d'événement, parce que ça fait du bien de se rencontrer, ça fait du bien d'apprendre, ça fait du bien d'échanger. Et on peut aussi se tester, voir notre force, et on voit que la Provence est une province très très dynamique au niveau royalisme. Alors tout à l'heure, vous avez fait une petite action devant donc, le centre d'accueil des migrants. Un petit débrief, un petit mot sur cette action symbolique. Voilà, c'est une action symbolique comme on aime les faire, c'est-à-dire qu'on vient protester, dénoncer un problème. Là, en l'occurrence, c'est le problème lié à l'immigration, quand on voit ce qui se passe, malheureusement les terribles faits divers qu'il y a et qui se répètent ces derniers temps. Donc voilà, une banderole pour montrer visuellement ce que l'on pense et avec un discours qui permet d'écouter aussi ce que l'on pense pour ensuite être répandu sur les réseaux sociaux pour marquer notre volonté d'agir contre tous les problèmes de la France. Eh bien Morgane, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions du Varro Patriote. Merci à toi. Merci aussi de nous recevoir. Mais tu es le bienvenu, c'était un plaisir. C'est un grand plaisir partagé. Alors voilà, nous sommes revenus de la plage, on a pris un tout petit apéritif, on attend le barbecue. Et là, surprise incroyable, il y a une chapelle sur ce lieu. On voit que il y a des personnes qui prient ici, Vous savez, c'est très important de prier, d'avoir la foi de nos ancêtres, la foi de nos pères. On va aller visiter un petit peu cette petite chapelle. Et même on va prier pour ceux qui regarderont la vidéo.
après cette petite prière à la chapelle, on se retrouve pour le repas. Petite grillade fort sympathique, comme vous pouvez le voir derrière moi. Nous avons eu une petite incursion sur le domaine. Alors, on a eu droit à 2 pétards. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont assez motivés pour venir en voiture, j'imagine qu'ils ne venaient pas d'à côté, mettre 2 pétards et se barrer. On continue la soirée. Vous voyez que les militants de l'AF sont rassemblés autour du feu et chantent. Donc nous allons assister ce soir à une remise de plaques qui symbolise en fait l'entrée, si vous voulez, officielle en tant que militant, voilà, à l'Action française. Donc on note quand même qu'il y a une petite différence par rapport à un parti républicain où on reçoit juste une carte. Là, il y a quand même un petit geste, une petite cérémonie. Bonjour à tous, c'est dimanche matin. Pour ma part, j'ai passé une excellente nuit. Certains dormaient sous les tentes. Je crois que tout s'est bien passé. Apparemment, les jeunes se sont couchés un petit peu tard. Alors nous avons derrière nous les militants de l'Action française qui ont entonné un chant. On va aller voir ça un petit peu de plus près. Français, nous voulons une France. À la France, il faut un roi. Action Français, Action Français, Action Français. Et pour que vive la France, Vive le roi. Alors on se retrouve, il est 9h du matin. La conférence de Renaud Camus aura lieu à 11h. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, nous allons pouvoir participer, pour ceux qui le souhaitent, à la Sainte Messe, qui sera célébrée dans cette petite chapelle. Donc on va prendre quelques images de ce temps de recueillement. En ce qui me concerne, en tout cas, je vais prier à la fois pour l'Action française, mais aussi pour la France et pour tout ce que nous vivons actuellement de triste et tragique, en espérant que de ce mal, un jour, sortira un plus grand bien. La messe est finie. Qu'est-ce que ça fait du bien quand même de prier aussi pour la France, bien sûr. Comme vous pouvez le voir là, les installations vont bon train. Il y a un petit marché un peu de commerçants qui a pop durant la messe. On va aller voir ça. Suivez-moi. Alors on va faire un petit tour des stands. Bonjour. On fait un petit tour des stands pour le Varois Patriote. On regarde un petit peu ce que vous proposez. Alors de quoi s'agit-il? Je vois que ce sont de belles illustrations. D'accord, ok. Bonjour. C'est peint à la main tout ça? Ceux qui sont exposés sont majoritairement des reproductions. D'accord, Voilà. ok, très bien. Et les originaux sont tous peints à la main à l'encre. Ah oui, d'accord. Au crayon et à l'encre. Ah, Voilà. d'accord, très bien, magnifique. Donc on a effectivement des chevaliers, quelques saints. Les chevaliers de l'épopée joannique. D'accord. Voilà, donc Jeanne d'Arc et ses compagnons, donc 2 versions de Jeanne d'Arc. Ah oui, ah oui. Un Philippe Auguste. D'accord, ok. Voilà, Très et beau. Charles VII, donc du coup, qui est le roi qui a équipé Jeanne d'Arc pendant sa croisade. Sa croisade, sa campagne, c'est pas une croisade. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Et derrière, vous avez d'autres dessins que je produis aussi qui sont plus de l'ordre de la fantaisie avec des dragons et tout. Et sur D'accord. un projet bande dessinée sur lequel je travaille qui Très bien. se passe autour de 1415. Ah oui, ah oui. Donc Ah, bah, écoutez, en France en super, 1415. Ouais. Super. Voilà.
Magnifique. Donc c'est votre métier, vous en, Oui. vous en vivez. Ok. Voilà. Bon, bah écoutez, félicitations. Merci beaucoup. Voilà, le Varrois Patriote. Vous nous retrouverez, on fait un reportage sur Pas de souci. le week-end. Merci. Merci monsieur. Alors qu'est-ce qu'on a là maintenant? Des bijoux, je vois. Alors ce sont des bijoux en argent réalisés à la main. On a un peu d'or également, en petite quantité parce que je le propose principalement à la commande. Mais les bijoux qui sont exposés là sont tous en argent 925, pardon. Et ici on a un petit peu de laiton, voilà, parce que ça donne un côté un peu vieilli, un peu patiné, un peu antique que j'aime beaucoup. Donc tout est réalisé à la main par mes soins. Je suis artisan bijoutier diplômé. Et j'ai lancé mon entreprise du coup il y a à peu près 5 ans. Voilà. Je voudrais juste en profiter pour glisser un mot. En fait, nous faisons partie d'un collectif d'artistes patriotes qui s'appelle Les Prohibés. Donc voilà une partie un peu, c'est le logo qui est stylisé, voilà, ça c'est le logo qui est à ta patte, quoi. Ah, excellent. Un des logos qui a été fait justement. Alors on voit un chevalier en armure qui peint derrière une rosace. C'est génial, c'est génial. Il y a un petit côté humoristique et en plus le chevalier il est beau, il est imposant. Bien, vous avez un site internet, vous avez au mois de septembre, je crois, un site internet sur lequel on retrouvera des œuvres réalisées par les différents membres du collectif, qui seront donc mises à la vente. En attendant, on peut nous retrouver sur Instagram. On a une vitrine sur laquelle on montre, voilà, on met en lumière des artistes prohibés, tout simplement. Voilà. magnifique. Voilà les joyaux de la salamandre. Merci beaucoup et bonne continuation. Alors là, on voit qu'il y a une exposition de tableaux. On a le Mont Saint-Michel, une Vierge à l'enfant. Un navire de guerre assez impressionnant. Une sirène, où ça, une sirène? Le nom du voilier, c'est la sirène. Ah voilà. C'était notre Louis XIV, sous Louis XIV. Ah, c'était un des navires... Un des navires maîtres, je dirais, de Louis XIV, avec le Soleil Royal et d'autres. C'était un des principaux. Magnifique, il y a une véritable signification derrière. Et alors, il est devant un fort. Est-ce que vous savez quel est ce fort? C'est comme à La Rochelle. C'est La Rochelle. J'ai reproduit La Rochelle derrière, comme il y avait pas mal de pirates. C'est vous le et peintre, autres. monsieur? C'est moi, ah oui. C'est moi. Vous êtes peintre de métier ou c'est une Non, passion? non, c'est une passion. C'est une passion. Ok. C'est un passe-temps, c'est une passion. Oui, Et oui. bon, passion que j'aime partager, bien sûr. Donc, forcément. Voilà. Mais non, sinon, j'ai travaillé en bureau d'études. J'étais technicien de bureau d'études en béton armé génie civil. Donc toujours dans le dessin. Ah ben voilà. Mais là, toujours dans le dessin. artistique, peut-être. Ah là, moins technique. c'est moins technique, mais Oui. c'est beaucoup plus plaisant même. Oui. J'ai fini à la retraite, j'ai fait vraiment ma passion. Voilà, mon c'est plaisir. Est-ce que tu as pu filmer les deux du fond aussi? Voilà, il y en a deux aussi qui sont au fond. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup monsieur et puis bonne continuation pour la suite. Bonjour, on fait un petit reportage pour le média associatif le Varrois Patriote. Alors qu'est-ce qu'on voit là? Je vois du miel, je vois de la confiture, je vois des gâteaux. Qu'est-ce que vous produisez? On est exclusivement sur du miel. Donc nous on produit du miel du côté du Ventoux. On est en fait à Malocène exactement, donc c'est dans le Vaucluse. D'accord, très bien. Et on produit du miel bio en apiculture sédentaire. Et là à côté de moi, ce que vous voyez, c'est les navettes de Fada qu'on vend aussi pour la section, Toulon. Oui. Donc Fada Jonathan qui est le responsable de la section de l'Action française Toulon. Très bien, je reconnais ces navettes effectivement. J'ai entendu parler d'abeilles sédentaires. Voilà. Ça veut dire quoi alors? Alors en fait c'est que nous on produit du miel sans transhumer. Donc en fait en schéma conventionnel on va dire les apiculteurs transhument énormément leurs ruches. C'est ce que je disais à un monsieur tout à l'heure. En fait, la transhumance, c'est comme pour les moutons.
c'est de déplacer des colonies pour qu'elles aillent butiner aux fonctions des mielés en fait. Et nous, l'idée, c'est de laisser les ruches à un endroit où il y a suffisamment de diversité florale pour qu'il y ait un étalement des mielés et qu'elles puissent produire au long de l'année sans avoir à les déplacer. Donc on produit moins, mais on produit plus dans le respect de l'abeille. Nous, on a pris le parti avec mon père de ne pas effectuer de transhumance, de laisser les ruches en sédentaire pour éviter de les épuiser en fait, parce que ça épuise les ruches en fin de saison, c'est vraiment compliqué pour elles parce qu'elles enchaînent constamment les mielés, c'est pas un phénomène naturel. En fait, dans la nature, une ruche, elle reste, quelles que soient les réserves, en fait, elle va rester à son endroit. Après, elle peut se déplacer éventuellement, mais généralement, elle reste vraiment, voilà. Donc, est-ce que ça a un effet sur le goût ? Ça n'a pas d'effet sur le goût, mais ça a un effet sur la façon dont on traite les abeilles. Donc nous, c'est plutôt l'impact écologique et le respect de la biodiversité qui va nous intéresser. Bon ben voilà, hein, vous avez noté. Alors on a ici le miel du géant. Voilà. Un site internet. N'hésitez pas. Un miel produit vraiment dans le respect des abeilles. C'est beau, c'est beau. Bonne journée. Dans les milieux royalistes, il y a beaucoup de personnes qui choisissent des métiers plutôt artisanaux. Je connais beaucoup de militants de l'Action française. Parmi tous ceux que je connais qui sont artisans, il doit y avoir bien 70% de militants qui étaient dans les facs avant. Faculté de droit, faculté littéraire, beaucoup de facultés d'histoire. On a des menuisiers, on a des ébénistes, on a des gens qui sont partis en boucherie, des agriculteurs, on a pas mal, beaucoup de personnes qui sont parties dans l'agriculture. Par conviction, par envie aussi de vivre à la campagne et de renouer avec la terre aussi. On se rend compte voilà, de ce phénomène-là, en tout cas dans cette jeunesse qui est peut-être pas forcément avant. Alors, je vois que... Moi, j'ai un stand multifonction parce que je vends des journaux et des t-shirts pour la section de la FDEX. J'ai mon journal L'Avorton et mes tricots, les tricots de Nana. Quel est ce journal de L'Avorton ? Alors, le journal L'Avorton a été créé en 2016. Il est déposé à la Bibliothèque nationale de France, donc il a un numéro d'ISSN. Et il paraît à peu près tous les trimestres. C'est un petit journal satirique et critique. Voilà, donc de quelle ligne éditoriale ? La mienne. Voilà. Et royaliste du coup ? Un peu royaliste. Voilà, donc vous pouvez en prendre des exemplaires. Il y a plusieurs numéros différents, comme ça vous pouvez lire. La une, c'est toujours le billet d'humeur d'Ina Fizinov, qui est très critique sur un point particulier de la société. Ah, voilà, alors le dernier numéro, eh ben, je ne l'ai pas pris évidemment. J'ai pris l'avant-dernier. Celui-ci par exemple, c'était sur la langue française. Des courriers avaient été envoyés à tous les candidats à la présidentielle, leur demandant quelle était leur politique et s'ils étaient élus en matière de défense de la langue française. Et sur les 22 courriers que j'ai envoyés, j'ai eu 3 réponses. Ensuite, je me suis permise d'écrire au prince Jean, qui très gentiment m'a envoyé un courrier en me soutenant complètement et en m'exposant sa ligne de conduite. D'accord. Donc vous êtes à la fois, vous faites du journalisme, papier, nous vidéo, et vous faites aussi donc de la couture, du tricot. Voilà. Alors un petit peu fleur-de-lysée. Magnifique, effectivement. Voilà, donc tout est fait à la main avec du fil français, ce qui est très difficile à trouver. Ah voilà. Voilà, en fait il y a une filature en France. On manque de moutons Alors ça a des moutons, il y en a un tas en France, mais qui ont de la laine, pas beaucoup. Ah voilà, c'est des moutons à viande. Non, des moutons qui votent mal. Oh, joli, bien joué. Voilà, tout simplement. Donc la laine, c'est Bergère de France, donc dans le nord de la France. Et après, je fais toutes sortes de choses. Alors qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous proposez comme petits produits ? Pour enfants, des petits pulls pour enfants. On a des bandeaux pour les cheveux pour aller faire du ski ou du vélo. Une cape pour lire tranquillement sur le canapé l'hiver. Des couvertures pour enfants et des pulls pour femmes. Formidable. Voilà. Formidable. Donc n'hésitez pas. Les tricots de Nana. Voilà. Hop. Il y a les coordonnées, tout ce qu'il faut pour passer de bons hivers. Un journal libre, sans langue de bois, une pensée insubordonnée, pas de politiquement correct, une feuille de chou satirique, sans euphémisme ni tabou, une presse indépendante, pas de bien-pensance. Lisez L'Avorton. Yes, très bien. Alors on va passer au prochain stand. Bonjour, alors qu'est-ce que vous nous proposez ici ? Ici c'est le stand de la librairie de Flore, c'est la librairie d'Action française. Voilà.
donc avec beaucoup d'ouvrages de doctrine. Quelques BD pour les plus jeunes. Très bien. Alors imaginons pour une personne qui se pose des questions sur ce qu'est le royalisme et qui serait intéressée, quel genre de livre vous recommandez? Alors je recommande particulièrement Pourquoi s'engager à l'Action française, parce qu'il résume vraiment bien point par point toute la doctrine de l'Action française. Voilà, par thématique, c'est très 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 bien fait. C'est vraiment le premier livre que j'ai acheté aux éditions de Flore. Et pour aller plus loin, le petit dictionnaire maurassien. Vraiment, ce sont les 2 premiers livres à vraiment lire en tant que militant. Okay. Et sinon, je recommande aussi le Bien commun, qui est sur la ligne du coup éditoriale de l'Action française, oui. Et qui, pour le coup, va vraiment s'intéresser aux sujets d'actualité les plus immédiats. Voilà. Bien sûr. C'est un magazine mensuel, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Très bien. Et alors imaginons que je sois un royaliste bien convaincu et que j'ai envie de creuser des points techniques et particuliers. Là, vous me conseillez quel livre? Alors, Mes idées politiques. Alors, oui. Ça aussi, ça fait partie des ouvrages à lire parce que c'est Charles Maurras qui l'a écrit, donc notre maître à penser. Mais vraiment, de le lire de long en large et le relire, ça vaudrait vraiment le coup. Et sinon... On a l'Histoire de France. L'Histoire de France, Jacques Mainville. Grand classique. Le livre d'Histoire de France à voir, Jacques Mainville. Bien sûr, bien sûr. Politique Magazine, donc ça c'est lié à l'Action française? Alors non, c'est Hilaire de Crémier qui nous a déposé les Politique Magazine, ainsi que la Nouvelle Revue Universelle. Oui. Et voilà, nous les vendons pour lui aujourd'hui. D'accord. Donc ça, ce sont des magazines qui sont faits par des personnes de l'Action française, oui, mais qui ne sont pas des magazines de l'Action française. Voilà, ok, très bien. On reste quand même assez proche, sur la même ligne naturelle. Oui, oui, oui. Et alors, il y a quand même quelques bandes dessinées, je vois. Oui, c'est ça. Donc pour les plus jeunes, donc sur la Chouannerie, Charette et Saint-Louis. Et Saint-Louis. Alors là, on n'en a pas ici, mais aux éditions de Flore, il y a évidemment Sainte-Jeanne d'Arc. Oui. Voilà, pour le coup. Voilà, donc là c'est vraiment un petit échantillon de ce qu'il y a à la librairie de Flore. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller directement sur le site internet où il y a quand même un choix plus large, un catalogue plus large. Avec une boutique en ligne, j'imagine. C'est ça, exactement. Voilà. Je souhaiterais vous lire un mot de notre ancien président, Michel Franceschetti, qui m'a précédé dans ses fonctions de président de fédération de la Provence. Regrettant de ne pouvoir, pour des raisons familiales, être parmi vous, l'ancien président de la Fédération royaliste provençale que j'ai été entre 2000 et 2008 tient à saluer les participants de cette journée royaliste. Cette initiative peut faire penser à un tout autre niveau aux réunions annuelles qui eurent tant de succès en Provence, à Montmajour, au Beau, sans oublier le sommet atteint avec les 20 000 participants à Barbentane. On n'en est pas encore là, mais il est bon de se souvenir qu'il existait depuis les désastres de la Révolution un fort Midi blanc populaire, attaché à la tradition. Une Provence entièrement et constamment rouge est un mythe. Il ne faut pas oublier ce passé, et comme Maurras l'a écrit, tenons serré le lien qui nous tient réunis au père de notre esprit et de notre goût. Mais l'école d'Action française ne cultive pas la nostalgie. Elle réfléchit et agit sur le présent. Le présent de la France, c'est une nation malade, malade de son système, auquel le pays réel ne croit plus. Nous devons travailler et profiter de cette situation pour royaliser le pays sans nous décourager. Comme le dit le proverbe arlésien, souvent cité par Mistral et par Maurras, avançons toujours et nous verrons Bert. Mais pour voir Bert, il ne faut pas avancer n'importe comment. Il ne s'agit pas de satisfaire nos égos par des provocations inutiles. La violence est au service de la raison. Pour voir Bert, il ne faut pas avancer n'importe où, dans des lieux ou des domaines secondaires où l'on perd son énergie, sans bénéfice politique. Nous avons le grand plaisir et le grand honneur de vous accueillir
cher monsieur Renaud Camus. Votre analyse, aujourd'hui, vous a condamné. Comme disait un de nos chanteurs, que peut-être les plus jeunes ne connaissent pas, le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Et c'est ce qu'on essaye de vous faire, parce que vous êtes jusqu'à présent le seul, un des rares à avoir vu juste. C'est pour cela que nous vous avons invité et que nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous. Vous avez bien voulu m'inviter à vous entretenir du grand remplacement, je vous en remercie. Toutes les occasions sont bonnes de corriger sur ce sujet des assertions plus fausses les unes que les autres. C'est au point qu'on pourrait procéder par la négative et définir la notion ou le syntagme, l'expression grand remplacement, par tout ce que le grand remplacement n'est pas, et par tout ce que ses adversaires, qui sont les adversaires du non, mais les partisans de la chose, disent qu'il est. La première chose que le grand remplacement n'est pas, c'est une théorie. Plût au ciel qu'il en fût une, et qu'il ne fût rien d'autre. Qu'il n'en soit pas ne signifie nullement, bien entendu, que je n'ai pas de théorie, j'en ai une. Elle se nomme le remplacisme global davocratique même, d'après la gestion du parc humain par Davos, les grands argentiers, la finance, les banques, les fonds de pension, les hedge funds, les multinationales, les GAFAM, le management et la cybernétique. Le changement de peuple implique nécessairement le changement de civilisation. Pour croire qu'il puisse en aller autrement, il faut une grande méconnaissance de l'espèce humaine, un grand mépris de l'homme, qu'on imagine interchangeable à merci, comme un quelconque produit de vaisselle, ou encore une grande vanité, comme celle des Français, qui croient leur valeur, entre guillemets, et la perfection de leur mode de vie si universelle, si universellement admirable et désirable, que n'importe qui s'y convertira automatiquement, à peine y aura-t-il été exposé quelques mois ou quelques années. Vanité que chaque jour qui passe s'ingénie à démentir. La seule assimilation encore dans l'ordre du jour est celle des remplacés à leurs remplaçants, et celle-là va bon train. On nous serine depuis 30 ans qu'il y a moins d'étrangers en France que dans les années 30. Évidemment, ils ont tous été naturalisés. La naturalisation, c'est l'artificialisation des hommes. C'est quand il n'y aura plus un seul étranger que le grand remplacement sera achevé. D'où l'absurdité du reproche de xénophobie qui nous est adressé à nous autres, les anti-remplacistes. Nous sommes les derniers xénophiles, au contraire, les ultimes défenseurs de l'étrangèreté. Pour les remplacistes, être étranger est une tare. Ils aiment tellement les étrangers qu'ils n'ont rien de plus pressé que de les dépouiller de cette belle qualité. Non seulement le grand remplacement n'est en rien d'une théorie, non seulement il est une sinistre réalité et le phénomène le plus important et le plus grave de l'Europe occidentale, et d'ailleurs dans le monde, à notre époque, non seulement il est le crime contre l'humanité du XXIe siècle, mais ceux qu'il appelle une théorie se désignent aussitôt et de ce seul fait, à la fois comme ses négateurs et ses perpétrateurs. Le négationnisme le plus vivant aujourd'hui, c'est la négation contre toute évidence du grand remplacement, ou génocide par substitution. Je vous prie de m'excuser, vous royalistes, et je le suis aussi dans une certaine mesure, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus sinistre que le silence des rois, qui n'ont rien dit devant cette horreur depuis 50 ans et plus. Et par exemple la reine d'Angleterre, dont on célèbre tant le règne, qui a assisté à ce désastre, le changement de peuple dans son pays, sans dire un mot. Bonjour monsieur Renaud Camus. Bonjour monsieur. Merci de nous accorder cette interview pour le Varois Patriote. Durant cette conférence, vous avez parlé de grands remplacements, de grands remplacismes. Vous avez fait la distinction que je vais synthétiser rapidement. Le grand remplacement, si j'ai bien compris, c'est pour les peuples. Le grand remplacisme, c'est pour tout. Voilà. Le grand remplacisme et le remplacisme global qui m'ont tracé que c'est en effet pour tout, en particulier pour les matériaux, par exemple. Oui. Alors, vous avez parlé des Français indigènes,
mais vous n'avez pas utilisé l'expression de Français de souche. Alors je me posais la question s'il y a une distinction ou s'il y a une volonté derrière. Non, il n'y a pas de volonté derrière, sinon de développer le terme d'indigène. Moi, je suis très peiné de voir que les Français ne se rendent pas compte qu'en France, les indigènes, ce sont eux, et que le combat que nous menons est un combat décolonial. Je suis persuadé, je l'ai dit 100 fois, que l'Europe est plus colonisée qu'elle n'a jamais colonisé elle-même, et qu'en conséquence, notre combat s'inscrit dans la tradition des luttes décoloniales. Les seuls indigènes, c'est nous, et les seuls décoloniaux, c'est nous également. Alors, je voudrais vous poser des questions peut-être un petit peu plus personnelles par rapport à votre combat, au combat que vous menez. C'est vrai que vous avez plusieurs procès en cours ou déjà, donc ça demande, j'imagine, beaucoup de courage de se lancer là-dedans. Vous avez quand même parlé d'imprudence au début. Est-ce que c'est une petite ironie ou est-ce que vous avez quand même des fois des regrets de vous être lancé là-dedans parce que j'imagine que ça transforme quand même pas mal le quotidien d'un homme. Oh non, je ne suis pas le jeu de l'imprudence, c'était tout à fait alors à titre ironique. Oui. Moi, j'ai toujours le sentiment de n'avoir jamais eu le moindre choix. Je ne pouvais pas me lancer dans ce combat. Je voyais quelque chose d'absolument évident qui était nié par toute une société. Comme je le dis souvent, je crois que la fonction de la littérature est de se porter aux angles morts du discours d'une société, ce dont elle ne veut pas parler. Les procès, c'est une pression, j'imagine, psychologique, financière. Est-ce qu'il vous est aussi arrivé, par exemple, d'être victime d'agressions dans la rue, de brimades, d'insultes ? Oui, un peu. Oui. D'agressions, c'est un peu trop dire. Mais oui, quelquefois, oui, d'insultes. Oui. Alors, la question qu'on se pose, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, si vous voulez, je pense à notre époque, ou même d'adultes qui ont envie de se lancer un petit peu dans le combat politique ou métapolitique, mais qui ont peur des conséquences. Alors j'aurais envie de vous poser deux questions, déjà très simples et très concrètes. Quand vous vous promenez dans la rue, est-ce que vous avez une pression ? Est-ce que vous ressentez une pression, voilà, par rapport au fait qu'il y a des gens qui peuvent vous reconnaître quand même et qui connaissent vos positions ? Première question. Et deuxième question, comment résister à tout cela ? Comment rester dans la paix intérieure, comment soit ne pas céder parfois au désespoir ou à la colère ou à l'abattement. Voilà, si vous avez des petits conseils à donner et un témoignage là-dessus. Bon, alors plusieurs choses. D'abord, je ne suis pas très exposé aux agressions parce que je vis dans une campagne paisible, je n'habite pas en ville. Enfin, il est vrai que, par exemple, à Paris, je ne peux pas prendre le métro. Voilà. Ça serait impossible. Okay. D'autre part, qu'il y ait un risque, c'est incontestable. Et le fait qu'il y ait un risque est ce qui montre le chemin. Moi, je crois qu'on n'arrivera jamais à rien si on ne veut pas prendre de risques. Et d'ailleurs, je disais que je suis toujours minoritaire dans toutes mes positions, y compris parmi les gens qui souvent passent en grande partie comme moi. Par exemple, il y a un point sur lequel je suis très minoritaire et qui même suscite beaucoup d'hostilité. Moi, je crois à la nécessité de sortir du placard, si j'ose dire. Et par exemple, je suis contre l'anonymat sur les réseaux sociaux. Je crois que quelqu'un doit assumer ses positions. Alors tout le monde me dit, mais oui, mais vous ne vous rendez pas compte, on a des familles à nourrir, on va perdre nos situations. Oui, mais si tout le monde s'assume en même temps, alors il y a un précédent qui n'est pas forcément très apprécié dans les milieux sympathisants, mais regardez le cas des homosexuels, par exemple. Eux aussi, ils se cachaient. À partir du moment où tous sont sortis du placard en même temps, personne ne pouvait plus rien faire, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Mais je crois que c'est l'exemple à imiter. Et je pense que les gens qui disent « Ah oui, mais j'ai peur du risque », non, le risque est ce qui vous montre la voie. D'accord. Donc vous avez bien sûr parlé du grand remplacement. Naturellement, je ne vais pas vous demander de jouer le prophète, mais à l'horizon de 50 ans, pour vous, quel est l'avenir de la France si on continue sur cette pente, et notamment des Français indigènes ou de souche ? Si on continue sur cette pente, l'avenir est la disparition, la liquidation.
ce Sigmund Baumann que j'admire tant, le champion de la liquéfaction, a employé ce terme de liquéfaction qui implique bien un prélude à la liquidation. On ne parle pas pour rien, enfin je ne parle pas pour rien derrière cette fois-ci Aimé Césaire de génocide par substitution. Je crois, si on continue sans rien faire, qu'on va bien entendu à la disparition de notre civilisation. Disparition qui est d'ailleurs assez largement actée désormais. Alors une dernière petite question, puisque nous sommes aujourd'hui au rassemblement royaliste Midi Blanc, organisé par l'Action française. Il y a un moment, vous avez évoqué le fait que vous étiez dans une certaine mesure royaliste, mais dans une certaine mesure. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ? Oui, je suis royaliste c'est-à-dire que c'est très important, d'imagination, de sympathie, d'imaginaire, si l'on veut. D'ailleurs, quand j'étais adolescent, j'étais royaliste. Dans ma famille, il y avait beaucoup de royalistes. Et quand je lis 93 ou des histoires sur la Révolution française, moi, je suis toujours évidemment du côté des royalistes. Donc mon imaginaire est royaliste, absolument. Donc j'ai sympathie instinctive pour les royalistes. Écoutez, on vous remercie beaucoup pour cette interview, on vous souhaite bon courage et on vous remercie aussi pour ce courage que vous représentez, cette force d'inspiration, je pense, pour ceux qui doivent mener des combats vraiment difficiles. Merci beaucoup. Bonjour Henri Beck. Bonjour. Vous êtes le président de l'Action française. Voilà, de la Restauration nationale, plus exactement, qui est le mouvement qui a pris la suite de la véritable Action française d'avant-guerre, oui. Voilà. Alors, est-ce qu'on parle toujours d'Action française ou de Restauration nationale ? Le titre officiel, c'est la Restauration nationale. Et alors, l'Action française, c'est plutôt... On en parle au titre de l'école de pensée. C'est l'école de l'Action française. L'école d'Action française, on dit souvent. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu votre parcours royaliste pour ceux qui ne vous connaissent pas ? Si la pluie nous laisse le temps de... On va migrer, là, je crois. Vous savez, j'ai adhéré à l'Action française il y a plus de 50 ans. Je pense, à l'occasion d'un camp de formation auquel j'avais assisté. Et donc j'avais trouvé à ce moment-là que les idées qui étaient développées étaient bonnes. Et depuis, je ne l'ai plus quitté. Donc voilà, je suis à l'Action française depuis plus de 50 ans. À un moment, j'étais un peu responsable des étudiants en mai 68 de l'Action française à Toulouse. D'accord. Et puis la vie professionnelle aidant, je m'en suis moins occupé. Et puis après, le temps libre revenant, voilà, on m'a demandé si je voulais prendre la présidence de ce mouvement. C'est avec plaisir que je l'ai fait, bien sûr. Et au niveau professionnel, quel est un petit peu votre parcours en 2 mots ? C'est un parcours, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est un parcours judiciaire. D'accord. Avocat, magistrat. Ah voilà, d'accord. Voilà. Merci. Donc nous avons vécu aujourd'hui, ce week-end, Midi Blanc. Bien sûr, était présent à l'esprit les Baux de Provence d'il y a 15 ans. L'Action française, la Restauration nationale donc, est dans une nouvelle dynamique dernièrement. Ah oui, bien sûr. Là, on le voit ici à Toulon, mais on le voit partout en France. Toulouse, Bordeaux, Lyon, le Nord également, partout. Il y a de plus en plus de sections qui se créent, de plus en plus d'adhérents. Des jeunes, beaucoup de jeunes. On l'a vu lors du défilé de Jeanne d'Arc dernièrement à Paris, où il y avait énormément de jeunes, peut-être près d'un millier de jeunes, je crois, malgré les interdictions. Donc c'est pas un renouveau, c'est une continuation de l'expansion. Voilà. Et je suis absolument, évidemment, ravi d'être ici à Toulon et de me remémorer justement ces beaux moments des Baux de Provence, où il y avait là aussi beaucoup de participants. Et il n'y a pas de raison que les jeunes que nous avons vus, qui sont tout à fait intelligents, raisonnables, dynamiques, ne reconstituent pas ces rassemblements royalistes provençaux. Je pense qu'on est bien parti pour ça. Hein. D'accord, entendu. Voilà. J'ai noté que l'Action française récemment aurait peut-être tendance un petit peu à se christianiser. Il y a 4-5 ans, on ne priait pas le bénédicité. Est-ce qu'il y a est-ce que c'est l'Action française réelle qui revient sur l'Action française légale ?
Alors il y a beaucoup de catholiques. Oui. Il y a toujours eu beaucoup de catholiques. Alors c'est vrai que j'ai vu tout à l'heure, on chantait la bénédicité. Il y a quelques années, on ne le faisait pas. Oui. Bon, moi, ça ne me dérange pas trop, hein, si la majorité ou la totalité veut. Mais c'est vrai que l'Action française, la mission, la vocation de l'Action française n'est pas d'être un mouvement religieux ou catholique, loin de là. Bien sûr. C'est un mouvement politique. Il y avait, avant-guerre, une section protestante à l'Action française. Nous accueillons évidemment tout le monde, puisque notre point de fixation, c'est le politique d'abord. Hein, c'est tout. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais avec un respect, visiblement. Maurras était un il y avait la messe ce matin. Voilà, oui. Et Maurras était un grand admirateur de l'Église. Oui. Un grand admirateur de l'Église. Il considérait que le christianisme avait apporté à l'Europe et à la France tout le bénéfice de toute sa culture, de toute cette civilisation que nous connaissons. Vous savez que Pie X avait dit à un de ses amis, alors que Maurras était agnostique, hein, il a toujours dit agnostique, avait dit à un de ses amis, Maurras, mais c'est un des plus grands défenseurs de la foi. Et alors quand cet ami l'a rapporté à Maurras, celui-ci a dit, mais non, vous vous trompez, il n'a pas dit de la foi, il a dit de l'Église. Non, il a dit le plus grand défenseur de la foi. Et il a ajouté d'ailleurs, Pie X, croyez, il l'a dit à sa mère, ça, son œuvre aboutira. Donc nous avons un bon présage. Alors, on parlait tout à l'heure de ce regain d'activité de l'Action française. On a l'impression que Gérald Darmanin vous a donné un coup de main récemment. Ceci étant dit, il y a quand même une menace qui plane sur l'Action française et d'autres mouvements. Oui. Est-ce que ça vous inquiète ? Comment vous voyez l'avenir pour le mouvement ? Oui, c'est inquiétant de voir que Darmanin, finalement, ne s'attaque qu'à une catégorie de la population sur le plan politique. Il a interdit notre colloque le samedi, il a interdit le défilé de Jeanne d'Arc, il a interdit le défilé, alors ça c'est extraordinaire aussi, le défilé de Place d'Armes qui est un mouvement d'officiers, hein, de militaires qui défilaient en l'honneur de la France et pour la défendre. Ça a été interdit aussi, c'est stupéfiant. Donc on sent qu'il y a actuellement une tentative, oui, évidemment, d'essayer de faire taire tous ces mouvements dont nous, on va voir la suite, mais croyez bien que vous l'avez vu avec tous ces jeunes, on n'a pas du tout l'intention de se laisser faire. Mais écoutez, on vous remercie beaucoup pour cette interview. C'est moi qui vous remercie et je souhaite à votre radio bon courage et bon vent. Merci beaucoup. Bonjour Hilaire de Crémier. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview pour le Varois Patriote. C'est très volontiers. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, présenter votre parcours d'intellectuel, d'écrivain, de royaliste pour les personnes qui nous regardent et ne vous connaissent pas encore ? Alors, en quelques mots, je suis né royaliste, j'ai vécu royaliste et j'espère mourir royaliste. Alors, en quelques mots, j'ai commencé à militer dans les années 58, donc j'avais 13-14 ans, donc j'ai suivi l'affaire de l'Algérie française, j'ai même eu l'honneur d'être mis en prison par M. de Gaulle en 62, voilà. Et puis j'ai continué j'étais très partisan de l'Algérie française. Je pensais que la République était incapable de résoudre ce problème, comme elle n'est pas capable de résoudre le problème actuel, parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est toujours le même problème. Et donc, après, j'ai poursuivi à l'Action française, où j'ai occupé des postes de responsabilité. Et en 1968, je me suis beaucoup impliqué parce que j'ai vu monter la crise dont la France a été affectée, dont elle est encore affectée. Et je puis dire aujourd'hui, avec simplicité, que j'ai été pratiquement celui qui a organisé les contre-manifestations à ce moment-là, et surtout organisé la réponse qui a été faite dans les lycées, dans les établissements scolaires et universitaires. Et nous faisions ça avec nos amis à l'époque, les étudiants. Nous allions d'établissement en établissement
pour apporter une solution qui aurait dû être la solution à cette crise universitaire. Évidemment, c'est la loi de Garfort qui est passée, c'est autre chose. Et finalement, c'est mal terminé pour le général de Gaulle, qui a essayé de faire une réforme de décentralisation qu'il est évidemment absolument impossible de faire dans un cadre républicain. On le voit aujourd'hui, c'est toujours la même chose. La République est une idéologie, c'est une religion, c'est même une contre-religion, et donc elle est un absolu. Et on en est aujourd'hui, maintenant, avec une inquisition républicaine où il est interdit même de penser, de pouvoir être soupçonné de penser quelque chose qui puisse pas être conforme au dogme républicain. Et donc on en est là. J'ai repris du travail dans ce cadre-là et j'ai créé Politique Magazine et j'ai repris la Revue Universelle dont j'ai fait la nouvelle Revue Universelle. Bon, ça ne suffit pas, il faudrait faire quelque chose de plus ample, mais les circonstances aujourd'hui sont très difficiles. Il y a un regain d'espérance, j'imagine, à l'Action française, dans les milieux royalistes, en voyant tout ce qui est proposé. Là, par exemple, il y avait la Jeanne à Paris il y a une semaine ou deux. Ensuite, là, ce nouveau week-end Midi Blanc qui rappelle les Baux de Provence il y a 15 ans. En même temps, il y a un congrès sur Charles Maurras à Paris. Il y a un certain dynamisme. C'est nouveau, c'est récent. C'est nouveau. C'est nouveau, enfin pour moi c'est nouveau. Il y a eu un mouvement étudiant assez fort dans les années 60, 70, donc que j'ai très bien connu, et je suis extrêmement heureux aujourd'hui d'aller dans différentes villes de France pour faire des conférences auprès de jeunes, d'une nouvelle jeunesse, et qui est d'autant plus, à mon avis, intéressante qu'elle n'est pas issue des milieux traditionnels où se recrutait généralement, d'une manière... Encore que l'Action française ait toujours été extrêmement ouverte. Elle s'est elle-même présentée comme une sorte de néo-royalisme dans les années 1900. Et j'ai l'impression qu'on revit aujourd'hui un petit peu la même chose. Et alors vous avez noté que ce soit le défilé de Jeanne d'Arc ou que ce soit le colloque, évidemment, il y a eu une interdiction. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a eu donc un référé immédiatement, un recours en référé, et qui a été gagné. Parce que pratiquement, il était dit dans les motifs qu'on n'avait pas le droit de penser, contrairement à ce que pensait M. Darmanin. Enfin, ça revient à ça, voilà. Bon, ou M. Macron. Je suis désolé, moi je ne pense pas ni comme M. Darmanin, ni comme M. Macron. Et je trouve qu'il faut retrouver une certaine liberté de pensée qui est indispensable, car il y a aujourd'hui un pesant, très très pesant carcan idéologique, culturel et profondément destructeur. C'était ce dont je voulais parler d'ailleurs tout à l'heure. Justement, parce que donc on a été interrompu, vous avez été interrompu par la pluie, mais vous finissiez sur des paroles assez graves en disant que finalement, a priori, de votre point de vue, il n'y aurait pas de solution, qu'on va inexorablement vers la chute. Alors, ça suscite cette question. On sait que quand un système s'effondre ou s'écroule, il est de bon augure d'avoir peut-être dans les valises un plan B. Est-ce que les royalistes y préparent, réfléchissent à un système monarchique qui pourrait convenir en cas d'effondrement du système, par exemple ? L'école d'Action française est caractérisée par cette volonté d'avoir une sorte de contre-projet. Pratiquement l'enquête sur la monarchie de Charles Maurras en 1900, il a choisi cette date en 1900 exprès, c'était pour ouvrir le XXe siècle. Nous sommes au XXIe, rien ne s'est fait selon les pensées de Maurras à l'époque, mais les idées restent absolument les mêmes. En fait, quand on va au fond du problème, on croit que l'enquête sur la monarchie, parce que les gens ne l'ont pas lu, et puis les gens ne connaissent pas vraiment la pensée de Maurras, on s'imagine que Maurras est un autoritaire. Or, pas du tout. La première pensée de Maurras, c'est la liberté.
et de retrouver ce qu'il appelait lui-même les libertés, parce qu'au nom de la liberté, on tue la liberté. C'est pas difficile. Monsieur Darmanin nous explique que la liberté consiste à précisément restreindre des libertés. Non. Maurras était partisan des libertés familiales, des libertés syndicales, des libertés provinciales, des libertés communales, et l'autorité était le pendant nécessaire. Il fallait une autorité indépendante, pour pouvoir, en quelque sorte, être la garante de ces libertés, de cet ensemble de libertés. Et sa démonstration de la monarchie est d'abord une démonstration de la liberté, et en particulier de la première de toutes les libertés, qui est l'indépendance de la patrie. Et donc il faut qu'il y ait une institution, et j'allais dire un homme, qui soit en charge de l'intérêt national, et qui en ait le souci. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, la caractéristique des hommes qui arrivent au pouvoir, ce sont des gens de carrière. Ils font carrière. Et ça, c'est depuis 1792, les gens qui prennent le pouvoir successivement font carrière. Et c'est encore plus caractéristique dans la Ve République, dont on a dit que c'était une monarchie républicaine. Donc son défaut, c'est d'être républicaine, c'est-à-dire que ce n'est pas une vraie monarchie, c'est ce qu'on appelle une monocratie, c'est-à-dire c'est un homme seul qui assume le pouvoir, mais qui l'assume pour lui-même. Il ne l'assume pas pour la France. Autrefois, les rois de France, quand il fallait se battre, ils se battaient et ils mouraient au combat. Voilà. Je n'ai jamais vu un président de la République mourir au combat. D'accord. Jacques Attali récemment déclaré sur un média, on est dans l'ère maintenant des marchands. Il y a eu l'ère impériale, il y a eu l'ère de l'Église, on est dans l'ère des marchands, avec les GAFAM, avec ces grandes multinationales. Ne sont-elles pas un obstacle à un idéal royaliste? Seulement, parfaitement, vous avez tout à fait raison. Pratiquement, on peut dire que tout est fait aujourd'hui pour transformer le citoyen en ce qu'on appelle un consommateur, électeur, et éventuellement producteur. Et puis, toute la vie sociale se ramène à cela. Et les gens en souffrent. Les gens en souffrent énormément. Ce matin, on parlait de la dépossession, mais vous avez un livre d'un certain Christophe Guilluy, là, qui a paru récemment, qui s'appelle « Les dépossédés ». Et tout le monde le sait, tous les critiques, que ce soit Pierre Manant, que ce soit Rémi Brague, tout le monde sait bien qu'à l'heure actuelle, les Français sont dépossédés de leur tradition, de leur histoire, de leur avenir, même de leur retraite, tout. L'État prétend tout gérer, tout faire, c'est Macron qui décide de tout. Mais c'est aberrant. Donc on est dans un État totalitaire où on dit vous êtes libre à partir du moment où il y a en réalité, où on a ramené cette liberté à une licence sur les mœurs. Et parce que c'est ça ce qu'ils veulent, c'est complètement déstructurer les familles et satisfaire l'individualisme des gens, mais l'individualisme le plus sauvage, le plus grossier et le plus destructeur. Il ne faut pas se plaindre ensuite de voir ce qui se passe, et si on ne réussit absolument pas dans aucune ni assimilation, ni intégration, ni de quoi que ce soit, c'est parce que en réalité et concrètement, la République française n'a rien à proposer, sauf cet idéal d'individualisme. Et on s'imagine qu'on va ramener les gens à ce modèle. Mais on a envie de dire, mais après tout, une dame qui se voile le visage, plutôt que de montrer ses avantages, faut arrêter de dire que montrer tous ces avantages, c'est ça la tradition française. On est en train de tout bouleverser, tout renverser. Et on va le payer très cher parce que il y aura plus de résistance. Et donc on a raison de redouter ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers entiers qui n'appartiennent plus à la France. On le sait très bien. Moi, ça me fait rigoler, c'est tristement, mais on a envie de dire à tous ces gens-là qui pérorent sur la chaire de l'hémicycle de l'Assemblée nationale ou au Sénat, de leur dire, ou bien qui pérorent dans les micros, les messieurs Attal, Séjourné et que sais-je, mais écoutez, on vous emmène en car au milieu de la Seine-Saint-Denis ou dans le nord de Marseille, et on vous lâche à 11h du soir,
Puis on verra bien ce qui se passera. Et vous rentrez chez vous à pied, évidemment, puisque vous avez créé la plus belle de toutes les républiques, la plus sérieuse de toutes les républiques. L'autre jour, j'écoutais des journalistes complètement grotesques sur les radios d'information d'État, comme quoi... alors c'était juste avant l'incident qui s'est passé à Annecy, donc ça avait un côté particulièrement ridicule et désastreux. Ils étaient là à expliquer... c'est uniquement l'effet de loupe qui fait qu'on croit, qu'on s'imagine qu'il y a une insécurité. C'est parce qu'à chaque fois qu'il y a un événement, évidemment, on en traite. Mais bon, tout le monde sait que tout cela, bon, c'est des journalistes qui ont envie de leur dire, allez, venez avec moi, on va se promener dans les rues à Marseille-Nord, et puis on se promènera, et on verra. Vous partirez comme un lapin, j'en suis sûr. Alors justement, c'est très intéressant puisque donc hier nous avons suivi l'Action française qui a fait une petite une opération banderole Stop Immigration devant le centre d'asile de Toulon. Et il y avait une jeune femme qui était là, seule, face à 30 gaillards, et qui s'est mis à les apostropher de fascistes et tout ça. Mais on s'est quand même dit, mais cette jeune femme a-t-elle compris que si nous étions réellement des fascistes, elle serait sans doute en sang? C'était ce qui se passait à l'époque. Mais bien sûr. Vous savez, je connais ça par cœur depuis l'âge de 13 ans. Combien de fois j'ai été attaqué, et quand les gauchos nous attaquaient, ils attaquaient à 50 contre 1. Toujours. J'ai toujours eu droit à 50 contre 1. Et quand on était dans le sens inverse, ou quand on est dans une proportion un petit peu plus juste, ils partaient, ils n'attaquaient pas. Bon, ça n'a pas changé, vous savez. Il y a un faux héroïsme révolutionnaire dont il faut se libérer. Ce sont des légendes. Alors, une dernière petite question. Est-ce que vous auriez un petit message d'espérance à délivrer à la jeunesse? Alors, parfaitement. Et je suis content que vous posiez cette question, parce que je crois qu'on va évidemment vers des heures, à mon avis, tragiques. Ça sera dans tous les domaines, y compris la question financière, parce qu'ils n'ont absolument pas résolu le problème économique français. Donc on va vers des heures de plus en plus difficiles. Mais dans ce cadre-là, il va peut-être être possible de réfléchir aux questions de fond. Car jusqu'à présent, en dehors de l'Action française, de l'école d'Action française, du mouvement d'Action française, on évite toujours les questions de fond. On s'imagine qu'il va être possible, avec une prochaine élection, de résoudre le problème. Et on ne le résoudra pas. On ne le résoudra pas parce qu'à supposer qu'il y ait quelqu'un de bien qui parvienne au pouvoir par des voies électorales normales, eh bien, il se trouvera contraint de changer ou de renoncer. Imaginez, Bercy, Grenelle, tous les grands ministères, toutes les agences qu'ils ont créées, tout leur réseau d'influence. Donc, en réalité, la dissolution du pouvoir devrait permettre de pouvoir réfléchir à nouveau sur cette question essentielle du pouvoir dont on parlait tout à l'heure. Et je reviens à l'enquête sur la monarchie. Sauvons nos libertés, et pour sauver nos libertés, restaurons une autorité qui soit indépendante, qui soit nationale, et c'est possible. Et c'est possible. Ce seront les événements qui vont nous y contraindre. Mais écoutez, merci beaucoup pour cette interview et bon courage à vous. Merci beaucoup.